Bon, je crois que nous allons commencer d'abord en attendant que nos, nos deux intervenants du Sénégal et du Burkina puissent nous rejoindre. Madame Kadiatou, vous me recevez? Oui, oui, je vous reçois bien, Jean-Paul. D'accord. Je pense que nous allons commencer avec vous. Euh, En attendant que Monsieur Ki et Monsieur K nous rejoignent. De Johamon, bonjour. Après cette pause estivale, nous reprenons nos webinaires mensuels. Pour moi, aujourd'hui, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce cinquième webinaire qui porte sur les nouveaux biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour ceux qui me voient pour la première fois et qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Paul Lawson, je suis docteur en études patrimoniales. Et au sein de la communauté Joamon, je suis l'animateur de ce réseau qui se nourrit et qui grandit au, au- au fil du temps. Alors, Joamon, c'est une plateforme d'apprentissage, d'échange dédiée aux professionnels du patrimoine africain. C'est une application mobile qui propose des cours de renforcement de capacités, euh, des modules riches en contenu écrit, audio, vidéo, avec des interviews d'experts des études de cas. Et nous avons un espace de dialogue qui se réunit, qui est alimenté par des rencontres programmées, des invitations à des séminaires spécialisés comme celui-ci. Comme vous le savez, le patrimoine mondial africain est l'une des problématiques importantes qui nous tient à cœur à Joramon. Et c'est pourquoi nous avons dédié un module de formation tout entier sur cette question, sur l'application, notamment le module 4. Pour ceux qui ne le savent pas encore, l'Afrique au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est un total de 132 biens inscrits, dont 8 frontaliers, sur un total de 1223 biens inscrits dans le monde entier. Ce chiffre de 132 montre clairement que malgré la richesse de notre continent, de notre patrimoine, l'Afrique est encore sous-représentée. Quelle en est la cause? Quelles sont les voies et moyens par lesquels nous pouvons améliorer la représentativité de l'Afrique sur la liste du patrimoine mondial? Ce sont les principales questions que nos trois intervenants d'aujourd'hui à trouver des approches de solutions. Aujourd'hui, donc, je reçois Madame Kadiatou Kamara, qui est la coordinatrice du programme culture au bureau régional de l'UNESCO à Dakar, et Docteur qui va nous rejoindre tout à l'heure, qui est l'ancien directeur en charge des biens de la liste indicative du Burkina Faso et des biens burkinabés inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Il a notamment conduit avec succès l'inscription, l'initiative d'inscription des sites de la métallurgie ancienne du fer du Burkina est étroitement liée à l'inscription de la Cour royale de Tibélé à la session de juillet qui s'est tenue à New Delhi euh, du, du 21 au 31 juillet 2024. Et le troisième intervenant, Idou Khan, ancien gestionnaire des sites mégalithiques de Sénégambie, sénégalais inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est depuis 2016 chef de la division des patrimoines, des sites et des monuments historiques à la direction du patrimoine culturel du Sénégal. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de leur donner la parole, je voudrais, au nom de toute l'équipe du Ramon, les remercier d'avoir accepté, prendre de leur temps pour partager leur expérience, leur connaissance sur cette thématique du patrimoine mondial africain. Donc, sans transition aucune, je donnerai la parole à Madame Camara, qui est avec nous déjà, et qui va nous présenter un peu le bureau UNESCO Dakar, qui est un bureau que beaucoup de gens ne connaissent pas. On ne sait pas en réalité quelles sont vos actions, comment vous accompagnez les États partis. Euh, Madame Camara, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre institution? Merci Jean-Paul, bonjour tout le monde, j'espère que vous me recevez bien. Donc je suis Kedjatou Kamara et je travaille en tant que Oui, coordinatrice.
du programme culture au bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest. C'est un bureau régional qui est basé à Dakar et qui couvre l'ensemble des 15 pays de l'espace CEDEAO. L'UNESCO, comme vous le savez, couvre différentes thématiques, dont notamment l'éducation, la communication et l'information, les sciences naturelles, les sciences humaines et sociales, ainsi que la culture. Donc, voilà, donc c'est un bureau multisectoriel qui couvre ces cinq aspects, dont l'objectif in fine est de promouvoir la paix dans les esprits des hommes et des femmes. Et au niveau du programme culture, donc nous travaillons également ici depuis Dakar sur l'ensemble des programmes de la culture qui se résument en deux axes, pardon, c'est la protection du patrimoine et la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Donc c'est tout ce qui touche à la créativité. Donc nous travaillons sur l'ensemble des instruments et des cadres normatifs mis en place par l'UNESCO pour appuyer ses États membres pour qu'ils puissent protéger leur patrimoine, qu'il s'agisse du patrimoine mondial, du patrimoine culturel immatériel, qui est plus ou moins le patrimoine vivant, pour lutter contre le trafic illicite des biens culturels, pour contribuer à la sauvegarde du patrimoine culturel subaquatique, ainsi. On pourrait prendre plus de temps pour élaborer cela. Et également, nous travaillons sur des aspects qui visent à appuyer les États dans la mise en place de politiques publiques pour appuyer les secteurs culturels et créatifs. Donc, c'est tout le travail qui est fait avec les artistes et les créateurs. Et après, nous touchons également à des thématiques transversales, comme par exemple l'éducation et la culture, les villes créatives. Travaillons également sur les aspects du patrimoine pour la paix. C'est assez divers. Et voilà, depuis Dakar, nous chapeautons l'ensemble du programme culture de l'UNESCO. Voilà, en résumé, pour le moment. Je ne sais pas si vous voulez que j'entre encore plus en détail sur notre manière de travailler avec les États, mais je reste à votre écoute. D'accord. Oui, juste par rapport au patrimoine mondial, par exemple, puisqu'on sait que au niveau de l'UNESCO, il y a le Centre du patrimoine mondial qui accompagne, qui organise le processus d'inscription sur la liste du patrimoine mondial. Comment est-ce que vous, votre bureau au niveau régional, vous accompagnez les États partis de façon concrète? Oui, merci Jean-Paul. Je pense que c'est important de faire un peu la distinction. L'UNESCO est assez vaste. Comme vous le dites, il y a le Centre du patrimoine mondial qui un peu assure le secrétariat au niveau du siège de l'UNESCO qui est situé à Paris. L'UNESCO a également des bureaux régionaux tels que le nôtre qui maintenant vont contribuer et vont appuyer et accompagner les États parties dans la mise en œuvre du programme culture. Donc, principalement sur la question liée au patrimoine mondial, notre appui est divers. Nous participons au renforcement des capacités des États, parce qu'avant même de parler d'inscription, il y a toutes les questions liées à comment on appuie et on accompagne les États parties à la Convention de 1972 pour le cas précis, à mettre en place des actions. Et pour cela, il faut que les ressources humaines soient capacitées pour comprendre ce mécanisme et également le mettre en œuvre. Donc, nous sommes dans le renforcement des capacités. Nous appuyons également les États dans la mise en place de cadres légaux qui permettent de protéger le patrimoine. Donc, c'est un peu la mise en place ou le renforcement ou la révision des lois ou des cadres réglementaires. Nous travaillons également avec eux sur les questions de système de gestion, donc c'est-à-dire les accompagner. Enfin, comme vous le savez, l'ensemble des sites du patrimoine mondial ont ce qu'on appelle des plans de gestion. Donc, nous accompagnons également sur la mise en place de ces systèmes de gestion. Depuis le depuis le Centre du patrimoine mondial, il y a un fonds pour le patrimoine mondial qui permet de mettre à disposition des États parties des fonds, des financements, parce que tout ça, on a besoin un peu d'argent pour le faire. Donc, outre le financement qui est directement investi enfin, mis à contribution par les États, l'UNESCO, mais également à travers le Fonds du patrimoine mondial, un système d'assistance internationale pour lequel l'ensemble des États, enfin des États qui souhaitent bénéficier de cet appui préparent des propositions de projets qui sont examinées par le Centre du patrimoine mondial. Et nous, depuis le bureau de Dakar, par exemple, nous les accompagnons à la mise en œuvre.
de, de ces, de ces projets une fois que bien sûr ils sont sélectionnés. Donc, au niveau des dossiers d'inscription, cela pourrait entrer, par exemple, dans le cadre d'assistance préparatoire, parce que il faut préparer tout ça. Les dossiers d'inscription ne se font pas du jour au lendemain. Je pense que le docteur Lewski, qui est connecté, pourra donner un cas d'étude. Donc, nous accompagnons également le renforcement de capacité inclut cet appui que nous fournissons aux États pour les soutenir dans l'élaboration des dossiers de candidature. Et Et voilà, donc une fois maintenant que les sites sont inscrits, il y a également tout l'accompagnement pour la mise en place de mesures de conservation ou de gestion de ces sites, que ce soit à travers le renforcement des capacités des gestionnaires ou des acteurs qui gravitent autour de ce patrimoine, ainsi que tous les éléments dont j'ai mentionné plus tôt. Parce qu'il peut arriver, par exemple, qu'en cours de route, une loi ou un cadre légal ne répond plus aux enjeux contemporains d'un pays, où nous allons, pour le cas précis, accompagner l'État à la révision de ces cadres légaux qui contribuent à la protection du patrimoine de manière générale et le patrimoine mondial de manière plus particulière. Donc, je pense que pour le moment, je vais m'arrêter là, sauf si vous avez besoin de plus, je vais pas monopoliser la parole. Merci. D'accord. Non, je reviendrai vers vous tout à l'heure. Je voudrais profiter pour accueillir nos deux intervenants qui ont pu euh, lever la barrière de la technologie et qui ont réussi à nous rejoindre. Docteur Ki, Monsieur Khan, bienvenue. Euh, Tout de suite, je vais vous présenter à nos chers amis. Docteur Ki, ancien directeur en charge des biens de la liste indicative du Burkina Faso et des biens inscrits, des biens burkinabés inscrits du patrimoine mondial. Vous avez notamment joué un rôle clé dans l'inscription, dans tout le processus d'inscription de la Cour royale du Tibélé sur la liste du patrimoine mondial au cours de la dernière session de New Delhi. Et M. Khan, ancien gestionnaire national des sites mégalithiques de CD-Gambie, aujourd'hui vous êtes à la direction du patrimoine culturel du Sénégal en tant que chef division sites et monuments historiques. Alors, je vous prends à bout pour point, docteur Ki. Euh, je, je suppose que vous avez une présentation à partager avec nous. Comment est passé le processus d'inscription de la Cour royale de Tibélé sur la liste du patrimoine mondial? Ok, merci beaucoup, Lawson. Bonjour, Kadidiatou. Bonjour, Khan. Bonjour, chers participants. Et j'ai une toute petite présentation que je vais faire en un quart de demi-seconde, vu qu'on n'a pas suffisamment on est beaucoup en retard. Et désolé, les dieux de la technique n'étaient pas trop avec nous, donc du coup, on n'a pas pu commencer assez tôt. Bon, et voilà. On peut vivre avec. Oui. D'accord. Voilà, donc très rapidement, et je vais comment dire, présenter un peu la Cour royale et puis comme la question c'était également de parler donc des différents défis. Et disons que la Cour royale de Tibélé est située au Burkina Faso et c'est en Afrique de l'Ouest et c'est pratiquement à la frontière avec le Ghana. Et je pense que c'est un bien qui a un potentiel, celui donc d'une extension avec le Bénin parce qu'il y a quelques éléments assez intéressants. Donc, nous avons la chance d'avoir le Bréda avec nous et dans les années à venir, surtout d'autant que le défi, c'est d'améliorer la représentativité du Burkina, on pourrait voir comment est-ce qu'ensemble on peut travailler à élargir cette inscription. Donc, les biens s'étendent sur un périmètre d'environ 1,84 hectares pour une zone tampon donc de 14,12 hectares. Et les biens étaient inscrits suivant la décision 46.8B9 et avec comme critère, sous le critère 3. Et initialement, on avait proposé d'autres critères, mais avec l'organe d'évaluation, nous avons assez discuté et c'est finalement donc sous le critère 3 que le bien a été proposé pour inscription. Je ne vais pas faire lecture pour ceux qui iront sur le site, ils pourront facilement avoir donc ces informations.
Et quels ont été les éléments qui ont prévalu? Il faut noter que la Cour royale, nous avons des attributs, et des attributs tant matériels qu'immatériels. Donc, beaucoup d'attributs matériels, parce que lorsqu'on parle de la Cour royale, et c'est une pratique qu'on rencontre dans un groupe Cassena où on a l'habitude même d'écrire d'une certaine manière l'histoire, parce que l'image que vous voyez en haut à gauche, c'est là où on a l'habitude d'enterrer les placentas. Donc, c'était une manière donc, de pouvoir le faire et la suite, on va essayer donc de faire des recherches archéologiques pour pouvoir dater et puis avoir donc de bonnes chronologiques à partir de la datation absolue. Nous avons la deuxième image également, vous avez le figuier, et là où les communautés se rassemblent généralement pour pouvoir donc puisque la cour royale c'est une fonction palatiale, mais c'est également cette fonction également sociale. Et en haut à droite, vous avez les palais, puisqu'on parle dire on est en justice là-bas. Mais les éléments fondamentaux, c'est cette architecture assez extraordinaire, extraordinaire par la richesse de la décoration. Et on a toujours reproché à l'Afrique d'être un continent sans écriture, mais il faut noter que l'architecture a servi de support pour écrire l'histoire des communautés, parce que les femmes généralement rivalisent pour pouvoir retransmettre donc ces riches patrimoines immatériels qu'on a. Comment est-ce qu'elles arrivent à raconter les interdits, comment est-ce qu'elles arrivent à traduire les vécus. Je pense que pour les spécialistes d'histoire de l'art, c'est la matière extraordinaire qu'on a. Et ce qui est intéressant aussi, c'est surtout cet aspect immatériel où que ce soit les savoir-faire, les techniques de construction, que ce soit les techniques de décoration, c'est d'une richesse extraordinaire. Et je pense que ça a été une excellente décision donc de porter cela comme étant un patrimoine exceptionnel. Et quand on parle d'inscription, éventuellement, il y a un certain nombre de défis. Et avant de parler de ces défis, nous savons que lorsque nous avons élaboré les rapports périodiques il n'y a pas longtemps, il y a eu un plan d'action. Et l'un des plans d'action, c'est la question de la liste indicative, puisqu'il faut d'abord inscrire les biens sur les listes indicatives. Et celui donc, Ethiébélé a été inscrit depuis 2012. Vous voyez, nous étions à la limite des 10 ans parce que généralement, nous avons des listes indicatives qui sont très vieilles et le plan d'action donc, du troisième rapport périodique veut que les listes indicatives soient mises à jour. Et les défis majeurs, quand on parle d'inscription d'un bien sur la liste du patrimoine mondial en Afrique d'une manière générale, c'est la question de la disponibilisation des ressources financières. On le dit, la tradition nous dit que le sac vide ne se tient pas droit. On ne peut pas parler d'inscription d'un bien sur la liste du patrimoine mondial si on ne dégage pas les ressources nécessaires pour pouvoir le faire. Je pense que la Côte d'Ivoire avait donné un bel exemple avec les mosquées où près d'un demi-milliard avait été mobilisé. Et dans notre cas, souvent, c'est l'accompagnement surtout des partenaires et du Fonds du patrimoine et autres qui nous ont permis, sinon souvent dans la programmation, ça n'a pas été simple. Dieu merci, avec la transition, il y a eu donc ce dossier qui avait été pris à bras le corps et qui nous a permis donc de pouvoir gérer certains soucis. Et d'une manière générale, en Afrique, c'est la question des ressources techniques également, parce que l'argent peut être là, mais on peut ne pas avoir les ressources compétentes. Mais dans notre cas, nous avons eu cette chance extraordinaire parce que le Burkina Faso a bénéficié d'un certain nombre donc, de formations. Et il faut dire que la Cour royale, ce n'est pas en 2 jours que la candidature a été élaborée. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le processus qui consiste à faire l'analyse préliminaire, tous les États devraient adhérer parce que ça permet de mieux planifier et de savoir que chaque dossier doit être réellement mûri, doit être vraiment peaufiné et penser à ce tour avec tout le processus pour avoir un dossier qui soit très intéressant à soumettre. Et l'un des grands défis qu'on avait, c'est la question de l'instabilité politique.
savez que le Burkina Faso, nous avons tellement de changements au niveau du ministère de la Culture. Lorsque j'y étais, je me suis retrouvé avec plus de 6 ministres. Et c'est pratiquement si on ne change pas de ministre chaque année. Et donc, ça fait que souvent des ministres viennent avec des visions qui ne sont pas souvent ça, et ça joue là-dessus. Et quand on parle d'instabilité, souvent c'est en termes de nomination. Mais ce qui a constitué surtout la force, c'est que malgré souvent cette instabilité, on a eu un continuum. Par exemple, je ne suis plus directeur des cirques classés, mais l'équipe qui est venue après moi, et nous avons été réellement impliqués dans le processus et ça fait donc qu'il y a eu une continuité. Ce n'était pas une question de saut de souterrain. Bon, je vais également partager également parce que, comme on le dit, une main peut ramasser la farine, mais une main ne peut pas applaudir. Si on a réussi donc l'inscription, c'est grâce à l'accompagnement d'un certain nombre d'acteurs et notamment en commençant par le Fonds pour le patrimoine mondial africain. Nous avons le Centre du patrimoine mondial africain et nous avons les représentations de l'UNESCO également qui nous ont beaucoup appuyés dans l'élaboration de la candidature. Comme vous le savez, le dossier Tébélé a participé à l'atelier de Ségou. Le dossier Tébélé a participé à l'atelier de Kigali. Donc, ça veut dire que ce sont donc des instances, un certain nombre d'acteurs qui nous ont beaucoup accompagnés. Et une candidature n'est pas une question juste des gestionnaires du patrimoine. Il faut une synergie. Et cette synergie implique donc l'ensemble des institutions. Et nous avons eu cette chance donc d'avoir des universitaires à nos côtés. Moi-même, j'ai la chance d'être déjà au niveau de l'université. Et avec les différents collègues autres, nous avons essayé de nous mettre ensemble. Et les partenariats supposent également souvent que ce n'est pas seulement au niveau national. Et c'est souvent les reproches que nous faisons. J'ai eu cette chance d'être membre de l'organe d'évaluation de la Convention 2003. Et l'un des reproches que nous faisons souvent aux États partis, c'est de ne pas commencer les réseautages dans l'élaboration, mais d'attendre les décisions pour pouvoir le faire. Ce qui est très bien, nous avons aujourd'hui, grâce à ce que les PREDA, l'EPA et le Fonds du patrimoine mondial africain et les autres acteurs font, nous avons une masse critique d'experts qui sont là. Ça ne nous coûte rien pendant l'élaboration de consulter ces différents acteurs pour voir dans quelle mesure ils peuvent nous accompagner pour pouvoir faire les dossiers. Et c'est ce réseautage, en tout cas, qui nous a été très bénéfique en commençant depuis Cratère, depuis les années 2000 et en montant avec l'ensemble des acteurs, de nous avoir un dossier donc, qui a été inscrit du premier. Et les leçons majeures, bon, ben, c'est parce qu'on n'a pas le temps, donc je vais aller assez rapidement. Les leçons majeures, éventuellement, c'est que la candidature nous a appris que une candidature, ce n'est pas juste le fait de monter un dossier, mais ça doit être une opportunité surtout pour renforcer les capacités des acteurs. Parce qu'il ne faut pas qu'un dossier soit l'activité d'un individu. Un dossier, c'est une nation qui l'élabore. Donc, ça veut dire que tout le monde se met ensemble et que la vieille génération, pendant la candidature, montre être la jeune génération. Par exemple, pour ces dossiers, bon, ayant travaillé principalement sur la métallurgie, ce sont mes collaborateurs qui ont beaucoup travaillé à l'élaboration des plans de gestion et autres aspects. Donc, vous voyez, c'est un glissement. On n'a pas besoin de se déplacer, mais c'est une excellente opportunité que nous avons pour pouvoir donc travailler des synergies et transmettre les connaissances. La définition du patrimoine, même dans la plupart des cas, c'est cet aspect de transmission. Donc, dans nos actes aussi, nous devons travailler à transmettre les connaissances et éventuellement de génération en génération pour qu'on ait une masse critique. Je pense que dans le plan d'action de renforcement des capacités, même dans la priorité Afrique, c'est ce qui est ressorti. Il nous revient vraiment, et lorsqu'on élabore une candidature, de voir, c'est-à-dire on a le dossier, mais c'est se donner un nombre pour dire que d'ici à la fin, voici le nombre de personnes qui devaient avoir des compétences en montant de dossier grâce à l'expertise nationale que nous avons.
Et en matière de perspective, bien entendu, il faut noter que nous avons eu l'inscription avec 9 recommandations. Et le ministère, en fait, je suis la voix de Béli, qui est le point focal, et je pense qu'il est actuellement dans une activité. Et c'est lui-même qui m'a désigné donc, pour pouvoir faire. Et ils sont à pied d'œuvre pour pouvoir mettre en œuvre donc l'ensemble des 9 recommandations qui ont été faites. Mais l'un des premiers défis, c'est la question de la sécurisation de la zone tampon. Et une leçon, et c'est ce que nous avons comme tradition au Burkina Faso, que ce soit les ruines de l'Européenie, que ce soit les sites de la métallurgie, nous décidons toujours de définir de façon consensuelle les limites de la zone tampon avec les communautés. Et c'est les communautés donc qui définissent. Et à partir de là, ce que nous faisons avec l'administration, c'est de sécuriser ensuite. Par exemple, pour les ruines de l'Européenie, nous avons inscrit ça dans la base du ministère en charge des mines pour faire en sorte qu'aucun permis ne soit donc délivré qui pourrait apporter atteinte. Donc, dans la même veine également, pour la Cour royale, la zone a été définie. Donc, le travail consiste maintenant à voir avec le ministère de l'Urbanisme pour faire en sorte que les parcelles qui étaient soient dégagées et que la zone puisse servir uniquement pour les biens. Et l'autre aspect, c'est le renforcement donc, du dispositif administratif, mais nous sommes toujours dans cette approche communautaire. Vous-même, vous le savez, et la 72, le cinquième stratégique, c'est la communauté. C'est un bien qui a un très potentiel et immatériel. Donc, la communauté est toujours là. C'est de faire en sorte que le dispositif administratif travaille à impliquer davantage donc, ces communautés pour pouvoir mieux gérer le patrimoine. Donc, voici assez rapidement le temps donc qu'on revienne à d'autres aspects d'éclaircissement. Voici des aspects que je voulais aborder. Merci beaucoup. Ça se voit en fait, comme vous l'avez dit. Oui, ça se voit que, comme vous l'avez dit, monter un dossier, ça prend un temps énorme et ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Sans transition aucune, je vais donner la parole à M. Khan qui nous parlera rapidement du parc national Niokolo-Koba qui a été retiré de la liste du patrimoine mondial en péril à la session de juillet dernier à New Delhi. Monsieur Khan? Bonjour, Dr. Lewandowski. Bonjour, ma sœur Kadiatou Kamara. Merci, Dr. Lawson, de nous avoir associés à ce webinaire, vraiment très enrichissant. Alors, sans plus tarder, moi, je vais aller très vite, vous faire une très brève présentation du parc d'Ignokolokoba. En tant que point focal, euh, de la Convention de 1972, parce que je suis chef de la division des sites et monuments historiques, mais je suis également le point focal de la Convention de 1972. Alors, sans plus tarder, le parc de Niokolo-Koba est un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial depuis 1981. Alors, c'est un bien naturel qui est situé dans le Sénégal oriental, c'est-à-dire vers l'est, et qui couvre une superficie de 913 000 hectares. Donc, vous voyez que c'est énorme et ça couvre 3 régions. Donc, la région de Kédougou, la région de Tambacounda et la région de Kolda, notamment vers la Guinée. Donc, ce parc également est, si vous voulez, caractérisé par sa diversité floristique qui est remarquable et la présence d'une grande richesse faunique marquée par l'élan de Derby, qui est une très grande antilope d'Afrique. Nous avons également des chimpanzés et le lion également. Nous avons un lion remarquable. On dirait même que c'est le lion le plus grand de l'Afrique. Donc, c'est ça qui explique réellement le classement de ce site d'une manière très ramassée, parce que vous avez tous les éléments sur le site de l'UNESCO. Moi, je veux juste aller très vite. Voilà, vous donnez les grands ensembles qui font que le site est classé sur la liste du patrimoine mondial. Il s'est trouvé que depuis 2007, le parc a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial en péril. Et cela est dû à plusieurs choses, notamment à des pressions qui sont liées, si vous voulez, à la, comment on appelle ça, détérioration, si vous voulez, de sa valeur universelle exceptionnelle.
Alors, nous avons noté quand même des activités illégales, notamment le braconnage, la prolifération d'espèces envahissantes, notamment des espèces végétales, l'exploitation abusive minière, aujourd'hui, euh, qui a été quand même stoppée depuis qu'il y a eu les nouvelles autorités actuellement au Sénégal. Et il y a eu également des infrastructures de routes, c'est-à-dire qu'il y a eu des routes qui ont été construites à l'intérieur du parc, qui menaçaient même beaucoup d'espèces animales et végétales. Il y a eu également des infrastructures hydrauliques, comme le barrage de Samungoulou, par exemple, et des sécheresses, qui a fait que beaucoup de mares n'avaient plus d'eau, à telle enseigne que certains animaux étaient obligés de migrer vers d'autres sites, notamment vers la Guinée, où il y a Badiar, le parc de Badiar, pour chercher de l'eau. Voilà, en gros, ce qui a expliqué quand même le classement de ce site sur la liste du patrimoine mondial en péril. Mais l'État du Sénégal n'est pas resté sans rien faire. Il y a eu des efforts considérables qui ont été consentis par l'État parti, notamment avec l'accompagnement de l'UNESCO et de ses partenaires, pour renforcer la gestion et la conservation du bien et répondre également aux recommandations du comité du patrimoine mondial. Parce qu'il y a eu beaucoup de recommandations par rapport au site. Et à partir de là, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été engagées durant les 5 dernières années et qui a abouti et qui ont du moins abouti à des résultats probants. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous sommes allés euh, cette année à New Delhi, nous sommes vraiment engagés à faire retirer le site de la liste du patrimoine mondial en péril. Et il y a eu des efforts considérables qui ont été faits en amont. D'abord, il faut rappeler également que le site est inscrit sur le critère de sélection 10, du fait de ces espaces animaux, comme je l'avais dit. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'avec le constat même alarmant qui avait été fait, notamment sur les activités illégales, telles que je disais tout à l'heure, le braconnage, conduisant à une baisse considérable de ces espèces animalières, une prolifération d'espèces végétales. Alors, ajouter à cela également l'exploitation minière, des infrastructures hydrauliques comme le barrage de Samogoul et la sécheresse. Alors, il y a eu, si vous voulez, des efforts considérables. D'abord, au niveau central, il y a eu une sensibilisation des autorités au plus haut niveau. Je me souviens à l'époque déjà, le ministre de l'Environnement avait invité son collègue, dans les années 2007, son collègue des Finances, à faire un tour dans le parc. C'est du temps du défunt ministre Djibo Leyti Ka. Et le ministre des Finances est venu sur le site. Et il a été très sensible à la préoccupation des agents des parcs. Et avait décidé à l'époque de mettre chaque année une valeur de 500 millions de francs CFA pour soutenir le parc et renverser la tendance baissière des espèces menacées. Mais malheureusement, ce processus n'a pas abouti parce qu'après quelques années, il y a eu un changement également de régime. Mais le plus important, c'est qu'il y a eu également un plan d'aménagement et de gestion du bien, mais qui mérite quand même d'être actualisé pour qu'il puisse être mis en œuvre au profit également du bien, comment on appelle ça, du Nyokolokoba. Il y a eu également un plan de suivi écologique opérationnel qui a ciblé certaines espèces caractéristiques de la vie, donc c'est-à-dire notamment les espèces dont j'ai cité tout à l'heure. Depuis 2016, la tendance des effectifs des espèces caractéristiques de la vie a connu une hausse très remarquable, d'après les études qui ont été faites, avec une mise en œuvre du protocole de suivi écologique et de surveillance. La carrière de basalte de Mansadala, qui a été vraiment, qui a fait l'objet de polémiques, a été fermée immédiatement lorsqu'il y a eu les nouvelles autorités ici, et définitivement, avec un plan de réhabilitation validé et mis en œuvre. Et il faut même dire que cette carrière était une infime partie de la superficie du bien, 0,004%. Malgré les prélèvements de basalte qui avaient eu lieu, le site connaît une fréquentation intéressante de la faune sauvage attirée par la disponibilité de points d'eau. Donc, vous voyez que l'eau, à chaque fois, constitue, si vous voulez, un lien d'attraction pour les espèces animalières. À cet effet également, il y a eu, si vous voulez, l'accompagnement également par le Haut Commissariat de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie,
à la direction des patrimoines culturels, direction des parcs nationaux, pour quand même soutenir un peu, si vous voulez, les études d'impact euh, qui peuvent avoir, si vous voulez, des conséquences négatives sur le bien euh, à partir maintenant des barrages qui a été construit. Donc, il y a tous ces efforts-là. Nous avons également, si vous voulez, pu retenir toutes les actions qui ont eu à présider au retrait du site, euh, les actions qui ont été prises en amont avec les pays africains, membres du comité du patrimoine mondial, qui étaient réunis à Nairobi au Kenya. Ça, il faut le dire, c'est extrêmement important. Moi, je tiens beaucoup à ça, parce que ces réunions en amont nous ont permis quand même de pouvoir élaborer des stratégies entre pays africains pour voir comment s'aider mutuellement. Des dossiers d'inscription ont été posés sur la table, mais des dossiers de retrait de la liste du patrimoine mondial ont été également posés sur la table. Et si vous voyez, tous ces dossiers ont été épluchés, revus avec des stratégies élaborées à travers des simulations. J'étais là-bas avec le docteur Kilance, donc je parle sous son contrôle. Euh, ils avaient été quand même élargis à la réunion. C'était la réunion des pays africains membres du comité. Mais le Burkina a été invité parce que simplement, il avait un dossier extrêmement important qu'il fallait faire passer. Mais le plus important également, c'est qu'il y a eu la mise en branle de la diplomatie sénégalaise. La diplomatie est entrée en jeu avec des négociations de couloir avec d'autres pays membres des autres continents. Nous ne sommes pas limités uniquement à travailler avec les pays africains, mais nous avons également saisi les autres pays amis du Sénégal, membres du comité du patrimoine africain, pour leur faire part de notre intention de retirer le dossier de la liste. Au total, sur les 21 pays membres, 17 ayant lu le rapport et écouté les experts sénégalais, et je salue au passage les experts de nature, notamment le docteur Malégué, qui a été conservateur du parc et qui a continué à travailler dans le parc, qui a eu à faire un travail extrêmement important, remarquable, pour que le site soit retiré. Et donc, en plus du Sénégal, d'autres ont demandé le retrait avec des recommandations fortes après 17 années. 17 années. Et je me souviens à l'époque, quand on était à New Delhi, l'ambassadeur de représentant délégué permanent de l'Argentine disait il faut remettre le Nyokolokoba au Sénégal. Ça suffit maintenant. 17 ans, c'est trop. Après tout ce qui avait été fait. Et je parle également sous le contrôle de Léon qui était là-bas. L'UNESCO ne voulait pas du retrait pour cette année. En tout cas, il voulait attendre 2 ans, voire encore. Mais nous tenions à ce que le site soit retiré. Et c'est surtout grâce à la puissance diplomatique, je le dis bien ici, surtout grâce à la puissance diplomatique que les efforts du Sénégal en termes de conservation ont pu être mis en exergue après 2 h 10 de discussion. Donc, ça a été le site le plus discuté durant le comité du patrimoine mondial. Donc, moi, je dirais tout simplement que la 46e session du comité à New Delhi a été une étoile brillante pour l'Afrique. 21 pays membres et 3 organisations consultatives, 10 jours, 18 points à l'agenda, 8 réunions du bureau, 5 langues officielles des Nations Unies et de nombreuses autres, 196 décisions, dont plus d'une quarantaine débattues, et 31 finalement amendées, 24 nouvelles inscriptions, dont 20% sont des nominations africaines. C'est une fierté. Et le seuil des 1200 inscrits, nous avons 1223 exactement aujourd'hui inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Et moi, ce qui fait ma fierté, c'est que tous les dossiers africains sont passés. Nous avons eu 100%. Tous les dossiers discutés en amont, en Nairobi, sont passés comme lettres à la main. Donc, pour me limiter là, attendre les questions, vraiment, voilà ce que je voulais dire d'une manière générale. Je vous remercie. Merci, Monsieur Khan. Je note dans votre intervention que effectivement, il y a toute l'action des professionnels, mais aussi il y a l'action diplomatique et de coopération qui rentre en ligne de compte. Tout à l'heure, Madame Camara présentait son bureau et
et le rôle qu'il joue sur la scène ouest-africaine, moi, je vais tout de suite vous poser une question à vous trois. Aujourd'hui, lorsqu'un pays ou un État parti veut inscrire euh, un bien sur la liste du patrimoine mondial, quels sont les premiers obstacles qu'il qu'il faut lever rapidement avant que cette inscription ne soit réelle? Merci. Si je me permets, je vais prendre la parole. Oui, oui, D'abord, moi, je pense que le premier obstacle à lever, c'est de faire connaître le site au niveau national d'abord. Parce que le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est que beaucoup de nos sites classés au niveau national ne sont pas connus par, si vous voulez, les populations. La deuxième chose également, c'est qu'il faut travailler en amont avec les populations, c'est-à-dire les communautés locales qui vivent autour du site. Ça, c'est plus important. On ne peut rien faire sans pour autant les associer en amont et durant toute la période du dossier de nomination. C'est extrêmement important. Et c'est ça qui faut souvent les débats. Autre chose également, il faut qu'il y ait un accompagnement de la tutelle. Si la tutelle n'accompagne pas les projets, ça pose tout problème. Le docteur Léonce le disait tout à l'heure. Si dans un pays, il y a une instabilité institutionnelle, il y a une instabilité au niveau de l'administration, ça pose problème. Parce que les priorités ne sont pas les mêmes. Vous pouvez avoir un ministre qui a d'autres priorités. Il y a- vous voyez un peu ce que je voulais dire. Pour ne pas trop monopoliser la parole, je laisse le soin aux autres de donner le point de vue. Je vous remercie. merci, Monsieur Kahn. Monsieur Docteur qui vous voulez Ok. D'accord, donc ajouter? j'allais juste ajouter un demi-mot. Et en plus de ce que Seydou a eu à dire, en fait, souvent on dit qu'on ne mâche que ce qu'on a dans la bouche. On ne peut Effectivement. vouloir inscrire des biens sur la liste du patrimoine mondial que si les autorités et autres sont parfois conscientes même et de l'existence de cette liste, alors que dans beaucoup de cas, ce n'est pas le cas. Donc, ça veut dire que c'est vrai, la convention existe depuis un bout de temps déjà, mais elle est mal connue. Elle est si méconnue que vous allez voir quelqu'un qui va se lever, voir que bon, il y a une figurine chez lui au village et la personne propose, mais pourquoi vous n'inscrivez pas ça sur la liste du patrimoine mondial? Donc, il y a ce travail également donc, de vulgarisation de la convention qui pourra mieux aider à améliorer. Et même tout ce qu'il y a, nous avons parlé des listes indicatives. Essayez de voir sur nos listes indicatives. Nous avons les listes indicatives les plus vieilles. Vous allez trouver des biens qui sont de 1970, 76 et 96, ainsi de suite. Donc, des biens de Mathusalem qui ne sont plus là, mais qui sont toujours là. Donc, tant qu'on ne va pas s'approprier réellement tous les mécanismes de la Convention, ça sera très difficile pour nous de pouvoir avancer comme on le souhaiterait. Effectivement. Madame Camara, tout à l'heure, vous avez commencé par nous parler du rôle de votre bureau sur la zone Afrique de l'Ouest. Mais je pense que avant l'inscription, avant l'assistance technique que vous apportez, vous accompagnez aussi les États qui sont en prise avec une situation sécuritaire. Comment ça se passe concrètement? Euh, oui, merci. Je pense que le cas de la cour de Djebélé est un bon exemple parce que nous avons apporté un appui qui entre dans un autre cadre normatif qui est la Convention de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Et je pense que c'est un cas d'étude assez innovant parce que entre 2021 et 2023, l'UNESCO, sous la demande du Burkina Faso, a accompagné le pays dans le renforcement de son arsenal juridique pour la protection du patrimoine, avec particulièrement et concrètement la mise à jour de la loi 024/2007, suite à quoi le Burkina a adopté en 2020.
Madame Est-ce que vous me Camara, recevez? continue. Oui, là, c'est bon. Oui. Donc, je disais justement que ça veut dire quoi faire partie de la liste internationale des biens culturels sous protection renforcée? Et je répète encore, c'est un mécanisme qui est différent de la liste du patrimoine mondial. Je pense que c'est un bon exemple à mentionner. Ça veut dire que les biens qui bénéficient de cette protection renforcée bénéficient d'une immunité qui impose aux parties en conflit de s'interdire d'en faire l'objet d'attaques ou d'utiliser ces biens ou leur abord immédiat comme appui à une action militaire. Et en cas de non-respect de cette protection renforcée, des sanctions pénales sont établies par le deuxième protocole de 1999 de la Convention de 1954. Donc, cette inscription des 11 biens, y compris la Cour royale de Tchébélé, qui est maintenant plus récemment sur la liste du patrimoine mondial, cette inscription n'est pas fortuite. Elle traduit des années de travail de recherche, de documentation qu'on a eu avec les autorités nationales du Burkina Faso et les experts associés, mais c'est aussi un travail de mise en place de mesures de protection par les autorités nationales qui ont vraiment posé des actions fortes en ce sens pour justement proposer ces 11 biens à inscription. Et juste pour que vous voyez un peu, vous ayez une image assez globale, il n'y a que 55 biens au niveau mondial qui bénéficient de la protection renforcée. Je pense que c'est quelque chose qui est important à soulever. Et je pense que dans le sens, la Cour royale de Tchébélé est un cas d'étude qui illustre justement l'interconnexion entre les différentes conventions pour la culture et qui comment, d'un point de vue des pays, mais aussi de l'UNESCO, qui les soutient, on peut créer des synergies pour, in fine, le bénéfice du patrimoine sous ces diverses facettes. Donc, pour le cas de la Cour de Tchébélé, je pense que c'est un bon exemple à mentionner que je souhaitais préciser ici et qui également, j'imagine, au niveau national, traduit aussi une certaine synergie des différents acteurs qui ont travaillé sur ce même dossier, mais sur deux canaux différents et qui, in fine, c'est pour le bénéfice du patrimoine burkinabé et du patrimoine africain de manière générale. Donc, je vais m'arrêter là pour le moment. Merci. D'accord. Merci, Madame Camara. Docteur Ki, je reviens vers vous. Euh, Vous êtes responsable des biens burkinabés inscrits aujourd'hui sur les différentes listes de l'UNESCO. Euh, Avec cette nouvelle inscription, quelles sont les retombées que vous espérez pour votre pays? Ok, merci. Bon, en fait, j'ai été, mais maintenant, il y a des jeunes collègues qui sont là pour la relève, à savoir Mokhtar et puis Béli. Mais en matière de retombées, ce qu'il faut noter, c'est une question de visibilité. Mais quand on parle, et Kadi parlait tout de suite de la question sécuritaire, et lorsqu'on parle du Burkina, beaucoup de gens voient une zone inaccessible, une zone difficile d'accès. Mais ça montre déjà la résilience. Ça, c'est quelque chose qui est déjà là. Et que le peuple burkinabé est assez résilient et que malgré donc l'adversité, nous arrivons à promouvoir suffisamment notre patrimoine. Et l'autre aspect, c'est donc améliorer la destination Burkina Faso, puisque ça fait notre troisième étoile, et puisque troisième étoile culturelle et plus une étoile naturelle, bien entendu. Et c'est un outil également pour amener, inciter la communauté à mieux protéger, à mieux valoriser. Parce que si, après l'inscription, si vous avez vu comment est-ce que la communauté, surtout Katsina, s'est mobilisée pour pouvoir donc, et participer à la célébration, et ça nous facilite la tâche puisque lorsque nous allons élaborer d'autres dossiers de candidature, et je pense qu'on aura plus donc l'accompagnement. Et puisque si on essaie de voir l'expérience que nous avons eue avec la métallurgie, ça a beaucoup préparé le terrain pour celui donc de la Cour royale de Tchébélé. Donc, et en voyant les priorités D'accord. de l'État, avec les priorités de l'État, je pense qu'il y a un ensemble d'infrastructures aussi qui sont prévues pour désenclaver. Je pense que ce sera un bon outil donc pour le développement. D'accord. Je reste avec vous. Il y a quelques questions dans le chat. Il y a Madame Richard qui demande les demandes d'assistance internationale, que ce soit celles du Fonds du patrimoine mondial, sont examinées par le Centre du patrimoine mondial, mais aussi par les organisations consultatives IUCN, ICOMOS, ICROM et toutes celles qui travaillent dans le domaine. Pourquoi ne pas avoir soumis le bien de la Cour royale aussi sur le critère 6, étant donné sa valeur immatérielle?
Et merci. Je pense tout de même que pendant l'évaluation, il y a un pays qui avait voulu proposer qu'on associe les critères 6 parce qu'on dit que c'est immatériel. Mais le critère 3 aussi est un critère immatériel quand on voit ça, comment dirais sa formulation. Donc, pourquoi avoir deux critères qui sont en même temps immatériels? Et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu donc garder que ce critère 3. Et merci à Madame Deschamps d'être là parce que c'est une qui nous accompagne depuis et qui est toujours disponible. Et je pense que c'est une ressource pour nos pays africains parce qu'elle est très, très engagée. Elle nous a toujours accompagnés. Maintenant, pour les demandes d'assistance, effectivement, et je pense que nous avons la chance même qu'à partir de cette année, à partir de jusqu'à $10 000, si je ne me trompe pas, c'est le secrétariat seulement qui accompagne. Dans notre cas, beaucoup plus, ce n'était pas de gros montants qu'on avait demandé pour pouvoir donc le faire. Donc, c'est pour ça que la demande n'était pas allée jusqu'au niveau des organes consultatifs. D'accord, d'accord. Il y a une autre question qui vous est adressée par votre ami Monsieur Yabré, responsable culturel et jeune professionnel du patrimoine résident en Côte d'Ivoire. Il dit ceci: je remarque qu'en Côte d'Ivoire, les jeunes ne sont pas toujours impliqués dans les activités de promotion du patrimoine. De votre côté, est-ce que vous travaillez avec des jeunes dans vos actions d'inscription ou de préservation du patrimoine en général? Et si oui, quel rôle joue-t-il concrètement dans vos travaux? Bon, en fait, le gros souci, c'est que la jeunesse, elle est passée, elle est diversifiée. Et jusqu'à quel pourcent de jeunes il faut impliquer pour dire que les jeunes sont impliqués ou pas. Et ça, c'est l'un des grands défis. Mais aujourd'hui aussi, il revient aux jeunes de pouvoir se faire une certaine place. Par exemple, combien de jeunes Ivoiriens aujourd'hui participent au programme de volontariat que l'UNESCO développe? Ce sont des opportunités pareilles que la jeunesse devrait choisir pour pouvoir se faire une place. Parce que attendre que l'administration vienne toujours vers eux, ce n'est pas aussi évident parce qu'il y en a beaucoup. Dans le cas de Burkina Faso, il faut dire que nous travaillons déjà avec certains comités. Je suis d'une université où la spécificité même, c'est la formation du patrimoine. Et nous sommes en plein sur un projet d'incubateur. Et le projet d'incubateur, ce sera pour l'interprétation du patrimoine, le renforcement des capacités. Donc, on espère que d'ici à 2 ans maximum, nous aurons réussi. Donc, c'est par là. Mais ce que nous encourageons surtout, c'est d'amener, c'est de structurer les jeunes en structure associative. Parce que de plus en plus, il y a plusieurs acteurs qui veulent s'appuyer donc sur ces organes. Si c'est les jeunes en tant qu'individus, c'est très compliqué. Mais si les jeunes se mettent au sein d'une structure qui est reconnue, c'est plus simple pour eux donc de pouvoir se faire accompagner. Donc, c'est au Burkina Faso, en tout cas, c'est l'appui conseil essentiellement, le renforcement des capacités via les structures officielles qui existent. C'est par là que nous réussissons donc à les accompagner en matière de gestion du patrimoine. D'accord. Madame Camara, il y a justement une question qui vous concerne. Euh, elle est de savoir, est-ce que le bureau régional accompagne également les initiatives de jeunesse visant à contribuer à la sauvegarde et à la préservation des biens patrimoniaux et comment bénéficier de cet accompagnement? Est-ce qu'un individu, un jeune provenant du Togo, du Sénégal, peut directement élaborer un projet, contacter le bureau régional et recevoir une assistance ou comment ça se passe concrètement? Merci pour la question. Bon, très concrètement, le bureau régional de l'UNESCO, comme l'UNESCO de manière générale, euh, accompagne les États. Donc, on est vraiment dans l'élaboration de mesures et de politiques publiques. On ne peut pas financer des individus. Toutefois, des individus peuvent être associés à des actions beaucoup plus holistiques et qui bénéficient un État ou une région. Et je souhaiterais justement mentionner une initiative qui a été mise en place par le bureau régional de l'UNESCO à Dakar, qui fait suite justement au 50e anniversaire de la Convention du patrimoine mondial, à travers laquelle il y a eu une activité régionale qui s'est tenue sur l'île de Saint-Louis, qui est également patrimoine mondial au Sénégal, et qui a regroupé pas mal de pays de la sous-région
et qui a permis de sortir ce qu'on appelle l'appel à action des jeunes. Et suite à cet appel à action des jeunes, nous avons mis en place un réseau des jeunes professionnels du patrimoine dont nous avons des représentations ici même, je pense des gens qui sont connectés et qui nous suivent, notamment du Mali, du Burkina Faso, du Sénégal et de la Gambie, et qui est piloté par des jeunes experts. Pour le Burkina Faso, c'est d'ailleurs, excusez-moi, le directeur du patrimoine culturel, qui est également jeune, qui représente le Burkina. Je Nous vois. avons également d'autres experts qui pilotent le réseau, qui sont connectés et qui ont pour objectif justement de mobiliser des acteurs jeunes au niveau national pour échanger et discuter ensemble sur les mesures qui peuvent être mises en place, mais également avoir le point de vue des organisations de la société civile et des associations des jeunes qui sont actifs justement pour le patrimoine. Donc, il y a diverses manières de pouvoir intervenir en tant que jeune professionnel, en tant que jeune citoyen de son pays ou de sa région, de son continent pour le patrimoine mondial, le patrimoine de manière générale. À côté de cela, Dr. Leonski l'a mentionné, il y a des dispositifs et des mécanismes qui sont mis en place par l'UNESCO depuis le siège, tels que le programme de volontariat, qui permet, je pense qu'il y a des appels qui sont assez périodiques, qui permettent justement aux jeunes de proposer des actions concrètes et de bénéficier d'un financement. Donc oui, les jeunes, il faut qu'ils soient impliqués. Nous travaillons énormément avec les universités pour mettre à contribution le narratif, mais également la perception des jeunes pour la protection de ce patrimoine qui, in fine, dépend d'eux également et qui un peu sont l'intervalle entre les générations présentes et les générations futures. Et une initiative également qui a été mise en place et je pense qu'il y a lieu de le mentionner. L'UNESCO a lancé depuis la semaine dernière un appel à contribution sur un ouvrage collectif sur qui s'intitule Refonder le droit du patrimoine culturel en Afrique subsaharienne et qui justement essaie de coopter des experts de la sous-région qui soient spécialisés en droit ou en sciences politiques, etc., pour qu'ils puissent contribuer à mieux penser les systèmes de protection des systèmes légaux de protection du patrimoine. Et cela couvre patrimoine mondial comme toutes les autres formes de patrimoine. Donc voilà, je pense qu'il faut un peu prendre connaissance de ces initiatives qui sont en place et voir comment, en tant qu'individu, vous pouvez vous insérer dans des réseaux ou des mécanismes financiers qui sont mis à disposition pour pouvoir faire porter votre voix et vos contributions de manière concrète. Merci. J'espère que j'ai répondu à la question. D'accord. Merci. Merci, Madame Camara. Chers amis, chers participants, nous, vous savez, hein, les webinaires du Ramon sont bien organisés dans le temps. Nous avons juste 1 heure pour poser quelques questions à nos invités. Nous voilà au thème de ce webinaire, vous l'aurez compris. Il est de la responsabilité de chacun de nous, professionnels, acteurs, mais aussi de nos États, de travailler à prendre conscience que qu'il n'est pas, il ne suffit pas simplement d'inscrire un bien sur la liste du patrimoine mondial. Le plus gros travail commence après l'inscription. Il faut veiller à ce que toutes les recommandations, toutes les mesures nécessaires pour que le site euh, euh, ne soit pas déclassé, soient prises afin qu'il faille réinvestir à nouveau de nombreux efforts pour son retrait. Ce sont sur ces mots-là que je vais remercier nos 3 invités aujourd'hui pour avoir pris de leur temps cet après-midi pour partager leurs expériences avec nous. Mais avant de conclure, je tenais à remercier euh, toute l'équipe qui travaille avec moi, Charles et Stéphanie dans l'ombre. Et vous dire, pour vous tenir informé que l'application du Ramon a toujours besoin de vous. Notre sondage qui est publié sur notre chaîne LinkedIn et sur l'application est toujours disponible. N'hésitez pas à remplir ce sondage-là pour nous permettre de nous de revoir notre stratégie, de développer de nouveaux modules sur des thématiques assez intéressantes pour le patrimoine africain. Ce sondage ne prend que 2 minutes. Et enfin, c'est aussi l'occasion pour moi de vous informer que Joramon sera bien présent durant la semaine du 11 novembre au colloque organisé par l'École du patrimoine africain sur l'avenir des musées en Afrique. Nous vous réservons d'ailleurs une petite surprise. Je ne vais pas en dire long. Suivez-nous sur le réseau et n'oubliez pas de vous abonner à la nouvelle chaîne YouTube sur laquelle vous retrouverez dès demain le résumé, le replay de cette
séance euh, euh, de ce webinaire. Je dirais que je serai très heureux de vous retrouver en décembre pour le sixième webinaire de Joamon. Je pense que nous aborderons les questions liées au pan culturel comme une véritable alternative africaine à la notion de musée au 21e siècle, notamment en Afrique. En attendant, merci à tous, merci pour votre présence et à très, très bientôt. Merci. Au revoir. Allez, Au bonne revoir. journée à tout le monde. À bientôt.